Non, désolé, j'ai commencé à enregistrer la séance, donc c'est bon, on y va. Je vais partager mon écran. Vous me dites si vous voyez l'écran. C'est bon, vous voyez mon écran. D'accord, merci. Bon, normalement, Baïdemba vous a fait tout ce qui est cours magistral et tout. Donc, moi, je me présente, Mamar Nia. Je serai chargé de vous faire parfois quelques séances de TD et de TP. Comme aujourd'hui, on va essayer de faire ensemble le TDTP 2 et le TDTP 3 aussi, si le temps nous le permet. C'est bon. Donc, normalement, on doit aller jusqu'à midi 45, donc max 13 heures. Donc, on va essayer de faire de manière vite et bien concise, de manière qu'à tout le monde puisse comprendre en fait. Donc, ce sont des TD et des TP. C'est là que vous devez faire des manipulations et des exercices pour mieux comprendre ce que vous avez fait en cours magistral. C'est bon. Donc, je pense qu'on va partager le drive là où il y a le TD et le TP2. Donc, normalement, les objectifs de ce TD et TP2, c'est qu'à la fin de ce TD, donc le participant, normalement, devrait être en mesure d'utiliser les systèmes de gestion de base de données relationnelles tels que MySQL, SQLite et Access. Donc, nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur MySQL et SQLite. Maintenant, Access, si le temps le permet, on va le faire après. Mais l'idée, c'est de faire au moins tout le TD2 avec MySQL. Essayer de refaire tout le TD2 avec SQLite rapidement. Donc, si le temps nous permet, on va essayer de voir avec Access. Donc, on va essayer de créer des bases de données avec des logiciels, modifier, créer et renommer et supprimer des tables, des colonnes, les données, faire des insertions et tout, et pouvoir créer des contraintes aussi. Donc, tout ce que l'on appelle clés étrangères ou bien des contraintes uniques ou trucs du genre. C'est bon. Donc, est-ce que vous aviez tous installé les EGBD, MySQL et SQLite au minimum? Vous pouvez réagir, hein. Soit vous écrivez, soit vous me dites en fait pour que je puisse savoir. C'est pour aller vite. Parce que si vous ne répondez pas, je vais partir du principe que personne ne l'a installé et on va commencer à zéro en fait. Donc, est-ce que vous avez déjà installé au moins SQL ou MySQL? JBSAU, tout le monde, SQL installé, d'accord. Donc, JBSAU, vous êtes capable d'aller au niveau du shell et d'avoir les commandes de SQL. SQL, MySQL et Access. D'accord. D'accord, c'est bon aussi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que rapidement, moi, je n'ai pas encore SQLite. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez télécharger de la même manière. D'accord. Donc, là, au niveau de la page d'accueil de SQLite, donc download. Bon, ce qui nous intéresse ici, nous, c'est. Voilà, c'est ça. Precompiled by for Windows. Donc, nous, on va prendre ça, 3264 bits. On va télécharger. Je pense que je l'avais déjà téléchargé quelque part. Ouais, ça y est là. Donc, normalement, c'est ça. Vous téléchargez ce fichier zip là. Après avoir téléchargé ce fichier zip là, vous le décompressez. Après l'avoir décompressé, vous pouvez le déplacer dans n'importe quel répertoire. C'est à vous de voir, hein. Mais le mieux, c'est de le déplacer dans le répertoire du disque local, de votre disque local C. Donc, une fois que vous l'avez, normalement, au niveau du dossier, vous avez ces trois fichiers exécutables là. SQL diff, lit3 qu'on va utiliser et analyser. Donc, pour que, pour que la SQLite puisse fonctionner au niveau du CMD, par exemple, si je fais SQLite là, il me dit que la commande n'est pas reconnue en fait, parce qu'il ne le connaît pas encore.
Donc, pour que ça puisse marcher, il faut ajouter ce chemin-là au niveau de vos variables d'environnement. Donc, ce que vous faites, vous copiez juste ça. Donc, vous faites au niveau du menu démarrer, vous écrivez juste variable d'environnement, modifier les variables d'environnement système. Là, modifier les variables d'environnement. Ça sont les variables d'environnement pour l'utilisateur. Donc, le mieux, c'est de modifier les variables d'environnement système. Donc, venez au niveau de PAF, modifier. Tout en bas, maintenant, vous achetez. Voilà. Nouveau. Et vous collez le chemin. Faites OK. 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 Donc, si je reprends les commandes, il va toujours me dire que c'est pas reconnu parce que il faut fermer l'invite de commande et en ouvrir un autre, comme on a changé les variables d'environnement. Donc, normalement, si je fais maintenant ça, voilà. SQLite version, la version 3.4.0. Donc, use open file name, SQLite, voilà, c'est bon. Maintenant, l'autre chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer déjà une base de données. Donc, normalement, ce que vous pouvez faire, c'est, je suis désolé, hein, je ne sais pas si vous avez utilisé, comment ça s'appelle encore? Je ne sais pas si vous utilisez le shell ou bien le DB browser. Et moi, j'ai l'habitude d'utiliser le shell. Donc, ça revient au même mot, parce que dans tous les cas, vous allez taper des requêtes. Je vais vous montrer juste l'installation. Après, on va passer à MySQL. Donc, ce qu'il faut faire, attends, je quitte. Voilà. Pardon, Autre chose excusez-moi. Oui, oui, allez-y. Interruption. Parce qu'en fait, l'interface que vous avez, nous, qu'on a installée ça la dernière fois, c'est pas celle-là qu'on a. Parce que là, ça ressemble plus à une interface pour entrer des commandes ou du code. Alors que nous, c'était directement un interpréteur ou je sais pas comment vous l'expliquer en fait. L'écran noir, on ne l'a pas eu la dernière fois quand on a fait le cours. Ouais, effectivement, genre, si je ne me trompe pas, vous avez vu DB Browser for SQL, c'est ça? Oui, je pense C'est ça que que, c'est. ouais, c'est ça que vous avez eu en fait. Mhm. On est d'accord, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça, oui. Voilà, c'est exactement ça. Ça que je disais en fait. Bon, moi, je n'avais pas encore installé SQLite, donc c'est pourquoi je vous montre juste l'installation. Parce que ça, par exemple, SQLite DB Browser, vous ne pouvez pas l'utiliser sauf si vous n'avez pas SQLite derrière. On est d'accord. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire du code, on ne va pas faire de requêtes et tout du genre. On va juste faire comme ça au niveau des interfaces graphiques. C'est bon. Mhm. J'ai Ok. compris. D'accord, ok. N'hésitez pas de m'interrompre, voilà, si vous avez des trucs. C'est bon. Donc, normalement, avec SQLite, excusez-moi, Database Browser, c'est comme ça que ça va se passer. Moi, j'ai l'installé après et on va faire des manipulations là-dessus. Maintenant, pour ne pas perdre du temps, vous avez installé aussi MySQL, non? Donc, pour MySQL, normalement, vous avez eu à installer, comment ça s'appelle encore? One Server. Beaucoup plus facile si vous êtes sur Windows, en fait. Parce que normalement, vous avez accès à l'interface graphique PHP-MyAdmin et vous aurez le MySQL au niveau du chat. C'est ça. Oui, c'est ça, oui. Bon, moi, à mon niveau, D'accord. je n'avais pas installé WAM, c'était déjà dans la machine en fait. D'accord, ok. Donc, vous avez déjà PHP-MyAdmin avec vous. Bon, je ne saurais dire, mais quand je mets le MySQL, attendez, je regarde les fichiers correspondants, c'est le Workbench. D'accord. Voilà, vous avez Workbench, c'est ça. Oui, exactement. D'accord, c'est bon, il n'y a pas de souci, ça marche. Attends, je vous montre le PHP-MyAdmin, c'est comme ça que c'est en fait. C'est différent. Là, vous avez au niveau du. Désolé. À gauche, vous avez les bases de données. Vous pouvez créer les différentes bases de données. Il y a le menu en haut pour faire des insertions et importer des fichiers SQL. Alors que pour le Workbench, je ne me trompe pas, je dis toujours.
Le workbench, c'est ça. Donc, normalement, vous avez des instances locales, soit de MySQL. Moi, l'instance locale que j'ai, c'est celle de Rome. Et ça sont les instances à distance. Donc, tu peux créer des connexions et tout. Donc, normalement, si tu utilises l'instance locale, toi aussi, tu dois avoir ça. Les bases de données qui sont là au niveau de la colonne gauche. Et là, tu peux écrire des requêtes. Tu peux créer des tables aussi comme tu veux. C'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. C'est bon alors. Maintenant, comme au niveau de MySQL, vous avez des trucs différents. Lui, il a PHP toi, tu as Workbench. Vous savez, on peut dire aussi de jongler entre les deux. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai installé le DB Browser. Comme ça, vous avez tous le DB Browser, non? Oui, c'est OK, oui. Oui, D'accord. monsieur, on a tous le début besoin. Le DB Browser, d'accord, ok, c'est bon. Donc, on va partir sur du DB Browser. On s'est mis comme ça. Voilà. Désolé. Comment ça s'appelle encore? Vous voyez toujours mon écran, non? Alors, c'est bon. Je suis avec vous sur le MySQL, le DB Browser. Donc, ce qu'on va faire, donc, au niveau du TD, la première chose, c'est installer les EGBD. Bon, ça, c'est déjà fait pour vous tous. Maintenant, en supposant que nous travaillons avec les bases de données relationnelles et que nous disposons de la base de données ci-dessous, étudiant, matricule. Là, comme on a mis matricule en grand, ça veut dire que le matricule représente la clé primaire de la table, en fait. Ça, c'est une structure relationnelle. Donc, on a les autres attributs, prénom, nom, sexe, date de naissance, etc. Maintenant, on a notre ID va représenter la clé Excusez-moi, vous avez primaire. partagé l'écran? Ouais, normalement, vous voyez pas mon écran. Non, non. D'accord, attendez. Attendez.
C'est bon, vous voyez mon écran. Oui, je crois que c'est bon. D'accord, ok, c'est bon alors. Donc, ce que je disais, c'est que pour l'exercice 1, la partie là, c'est la partie qui nous dit tout ce qui est installation des GBD. Donc, quand vous avez déjà installé le MySQL, Access et le SQL, donc, je pense que pour cette partie-là, c'est bon pour tout le monde. Donc, à la fin, on nous dit qu'en supposant que nous travaillons avec les bases de données relationnelles, ce que nous faisons, et que nous disposons de la base de données ci-dessous. Donc, là, on a deux tables. On a la table étudiant et la table notes. Donc, pour la table étudiant, on a les attributs suivants, matricule. Comme on l'a mis en grade, ce que je disais, ça veut dire que ça représente la clé primaire de la table, en fait. Donc là, on a prénom, nom, sexe, date de naissance, etc. pour les autres attributs. Donc là, pour note, on a ID qui va représenter la clé primaire de la table. Donc on a matricule qui va être une clé étrangère de la table étudiant. On a les autres attributs, valeur de note, date de note. Donc vous avez fait tout ce qui est notion de clé primaire et de clé étrangère en cours magistral, n'est-ce pas? On nous l'a expliqué succinctement. Par contre, la clé secondaire, on n'en a pas parlé. Bon, sauf si je me trompe. D'accord, ok. Bon, la clé primaire, en fait, c'est ce qui permet d'identifier chaque enregistrement de la table. On est d'accord? On va voir ça après quand on va créer des, comment dire, quand on va faire des insertions. Et pour la clé secondaire, en fait, c'est ce qui permet de retrouver l'information par rapport à la table première. Par exemple, si on a un étudiant, on a un matricule. Par exemple, je donne 002. Je donne mon nom, Mamar, Nognan, etc. Maintenant, pour pouvoir retrouver les notes, mes notes à moi, mon numéro de matricule devrait se retrouver dans la table notes. Ça va permettre en fait de récupérer toutes les notes correspondant à ma personne. C'est à ça que sert la clé secondaire en fait. C'est comme un index. Ça permet de retrouver les informations relatives à un objet référencé par la première table. Bon, vous allez voir ça de manière beaucoup plus claire quand on va créer des tables. Donc, Mais pardon, monsieur, oui, oui. j'ai une petite question là. En fait, la dernière fois, on avait créé les deux tables, Vous avez mais déjà créé les... oui, oui, mais on n'avait pas, on avait mis trois clés primaires au niveau de notes. Je crois bien, on avait mis clé primaire pour notes, on avait pris, ID matricule. non, on avait matricule, val note et type Mhm. note comme clé primaire. Bon, là, au niveau du TD, parce que je n'ai pas vu ce que vous avez fait récemment au niveau du cours, mais là, au niveau du Bon, TD, il y a déjà... ça, c'est juste, sûrement, c'est juste pour un exercice parce qu'on avait juste demandé de faire des tests, quoi. D'accord, d'accord. Sûrement, c'était ça, en fait. Parce Mais c'est juste pour un que... test pour savoir si on coche les qui là. On a créé les tables, maintenant juste pour cocher les qui là pour mettre clé primaire et autres. D'accord, d'accord. C'est bon, alors. Donc, on va essayer de suivre ça. Donc, vous allez Maintenant, essayer quoi, de... mais pardon, j'ai une petite question là. Étant Oui, donné que allez-y. matricule est dans étudiant, matricule est dans note, est-ce qu'il doit avoir le même type? Matricule aidant, étudiant et matricule aidant note. Est-ce qu'ils doivent avoir le même type? Oui. Bien sûr qu'ils doivent avoir le même type. Ok, ok, d'accord. Voilà. Parce que le Ok. matricule qui est au niveau de note, il référence le matricule qui est au niveau des étudiants. Donc, normalement, ils doivent avoir le même type. Oh, même type. Ok, ok, d'accord. C'est Ok, bon. c'est bon, merci. Ok, c'est bon, oui, merci. D'accord. Donc, on va essayer de suivre ça avec SQLite. Donc, premièrement, télécharger le setup, ça c'est déjà fait. Installer le logiciel, ça c'est déjà fait. Créer un répertoire spécifique dans votre machine pour stocker les bases de données, ça aussi c'est déjà fait, je suppose, comme vous avez déjà créé les tableaux de fois. Mhm. Donc, lancer le SGDBR, ça aussi c'est déjà fait. Donc, ce qu'il faut faire, c'est créer la base de données en l'appelant BDTP2K1 école. C'est bon. Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est au niveau du SQLite DB Browser. Donc, vous voyez l'onglet en haut, nouvelle base de données. Donc, vous cliquez là-bas. Donc, moi, par défaut,
il enregistrera dans mon répertoire courant. Donc, on doit appeler le truc comment? BDTP2 K1 école, ok? BDTP1 pour retenir les K1 école, ok? C'est bon. Maintenant, vous voyez, les requêtes de création de table se trouvent juste en bas. Bon, nous, on ne va pas faire ça, on ne va pas écrire les requêtes directement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer les tables, en fait. C'est bon. Donc, la première table que l'on doit créer, c'est étudiant, avec les bons types. C'est bon. Donc, là, on va mettre la table. Pour les champs maintenant, on va essayer d'ajouter les champs. Donc, si on regarde en haut, on avait matricule comme champ. Prénom, nom, sexe, date de naissance, etc. Donc, matricule représente la clé primaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va acheter un champ matricule. Donc, selon vous, matricule doit être un integer ou bien texte ou bien numérique ou bien vous allez choisir quel type pour matricule par exemple. Bon, la dernière fois, on avait choisi texte. Hein? D'accord. Exactement, ça correspond parce que la matricule peut avoir des lettres et des numéros en même temps. D'accord, c'est bon. Maintenant, on va acheter un autre champ. Vous pouvez me dicter les champs, s'il vous plaît, pour que l'on aille beaucoup plus rapidement. Donc, je pense que là, c'est prénom. Je vais m'occuper des... Naissance. Après, on a sexe. Après, nationalité, téléphone, adresse. Adresse. Ok, c'est bon. D'accord. Maintenant, je vais changer les types. Donc, pour prénom, on va mettre texte. Pour nom, on va mettre texte. Date de naissance. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de type. Il n'y a pas de type date, donc on va mettre texte. Sexe aussi, on va faire la même chose. Nationalité, texte, téléphone. Bon, on va mettre texte, c'est beaucoup plus sûr. Adresse aussi, on met texte. C'est bon. Oui, c'est OK. Maintenant, pour les contraintes, parce que normalement, ce qu'on avait ici, c'est... comment dirais-je encore? Excusez-moi. Donc, normalement, le matricule doit être la clé primaire, en fait. OK. Vous voyez? Donc, il faut ajouter la contrainte de clé primaire au niveau de matricule. Parce que là, tel que la table est écrite, tel qu'on a créé, il n'a pas de clé primaire, en fait. Parce qu'on n'a pas encore ajouté de contrainte. C'est bon. Maintenant, on peut faire ça, ajouter une contrainte de clé primaire. Tu vois. Ok, attendez. Maintenant, si on choisit ici, matricule, vous avez vu en cours qu'il est possible de mettre plusieurs colonnes comme clé primaire, en fait. Comme ce que Oui. vous avez fait l'autre précédent. C'est ça. Donc, nous, ici, on n'a qu'une seule colonne qui représente la clé primaire. C'est la colonne matricule, en fait. Donc, si on sélectionne, donc on fait appliquer, vous voyez, maintenant, matricule est considéré comme clé primaire. C'est bon. Donc, je pense que c'est tout pour la table étudiant. Donc,
Donc, on fait OK. Monsieur, donc, il y a deux manières de donner pardon? La clé primaire. Oui, Attendez. Oui, allez-y, allez-y. oui, monsieur, je disais donc il y a deux manières de donner la clé primaire, c'est ça? Soit, puisque la fois passée, on avait juste coché directement, hein. Le auto-increment. C'est ça que vous avez fait, en fait. L'autre fois, vous avez... Attendez. L'autre fois, c'est ce que vous avez fait. Genre, il y a le truc là, le CP, clé primaire, vous avez coché. Oui, oui, c'est ça. Le auto-increment, vous avez coché, c'est ça. Oui. D'accord. C'est la même chose, en fait. Parce que si vous avez vu, moi, je suis venu au niveau de contrainte, j'ai acheté une contrainte. Mais automatiquement, si vous avez remarqué, c'est venu ici et ça a coché la case CP, clé primaire. Vous avez vu? Si vous cochez aussi la case primaire, on va essayer ça au niveau de... Lorsqu'on va créer la deuxième table. Si vous cochez ici le CP, il va automatiquement aussi ajouter une contrainte au niveau d'ici, au niveau de contrainte. On va essayer de faire ce cas de figure-là quand on va créer la table note. Vous allez voir. C'est exactement la même chose. Et c'est vrai, il y a deux manières voilà, de mettre la clé primaire. Soit vous cochez directement ici la case CP, soit vous venez au niveau des contraintes et vous achetez les contraintes. C'est bon. Bon, monsieur Nia, Oui, oui, allez-y. on avait aussi coché NN au niveau de prénom, nom et sexe. Ouais, parce que par définition, en fait, au niveau de... NN. Oui, oui, au niveau de... Ça, NN, on a coché NN pour prénom, NN aussi pour Mhm. nom et NN pour sexe. Effectivement, vous savez ce que ça signifie NN? C'est pas non nul, c'est pas. Ouais, effectivement, c'est ça, c'est note nulle. C'est aussi Note une nulle, voilà. contrainte. Voilà. Ça permet de mettre des contraintes au niveau de la base de telle sorte que pour tous les enregistrements qu'on aura au niveau de la table, le prénom, le nom et le sexe, par exemple, ne seront pas nuls. Vous serez obligé de renseigner ces colonnes-là. C'est bon. Ah, ok, d'accord. D'accord. Mais on va, comme l'exercice ne nous le dit pas, ne le précise pas, en fait, on va essayer de faire ça après. D'accord. Pour vérifier avec les insertions si ça passe ou pas. C'est bon. Ok, oui. D'accord. Donc, l'autre chose qu'il faut faire maintenant, c'est, comment dirais-je encore? Il faut créer la table note. Donc, vous venez ici, comme la base donnée, elle est déjà créée, et on est au niveau de la base donnée. Donc, vous voyez ici l'onglet créer une table. Donc, vous cliquez là-bas, créer une table, et on reprend le même processus. Donc là, on va créer la table note. Donc, note avec S. Même étudiant, je devais mettre un S, mais je vais corriger ça. Note avec S. Maintenant, il y a les champs ID. On va mettre integer. Vous voyez, on va cocher directement la case. Donc là, on a le matricule qui représente. Donc, au matricule, on a mis texte, on va remettre texte. Vous voyez, ça doit être le même type en fait. Il y a valeur note et date note. Monsieur? Okay. Oui, oui. Oui, veuillez m'excuser là. Oui, oui. J'avais complètement noté. La clé primaire là, elle consiste réellement à faire quoi? D'accord. La clé primaire, en fait, elle permet de différencier chaque enregistrement de la base de données, en fait. Parce que normalement, si on insère des données au niveau de la base de données, vous allez voir ça après quand on va insérer des données. Chaque ligne, chaque enregistrement devrait être différent. C'est-à-dire, on devrait avoir un moyen de pouvoir différencier chaque enregistrement de la base de données. Et ça, c'est la clé primaire qui va nous permettre de faire ça, en fait. Ok, merci. D'accord. Lorsqu'on va insérer des données, vous allez mieux visualiser tout ça. C'est bon. Donc, matricule, on remet le même type. Je pense que c'est val note.
La note, on va mettre réel parce que ça peut être des notes avec virgule. Note, voilà, état note. C'est bon. Vous voyez, là, quand j'ai créé la clé primaire pour la table note, pour le ID, j'ai coché directement cette case-là, CP. Et si je viens au niveau de contrainte, vous voyez, je vois qu'il a acheté la contrainte clé primaire sur la colonne ID. C'est exactement la même chose en fait. Donc, vous pouvez le faire là-bas, soit vous cochez la case, soit vous venez au niveau des contraintes et vous ajoutez la contrainte de clé primaire en fait. C'est après la même chose. Maintenant, pour la contrainte de clé étrangère, c'est une contrainte d'intégrité référentielle. Donc, pour pouvoir dire par exemple, au niveau de la table note, la colonne matricule doit référencer la colonne matricule qui se trouve au niveau de la table étudiant. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ajouter encore une contrainte à la table note. Donc, cette contrainte-là, elle s'appelle contrainte de clé étrangère. Vous voyez là, on a contrainte de clé primaire, unique, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, dans ce cas de figure, c'est la contrainte de clé étrangère en fait. Donc, on y va. Foreign key, ok. Donc, normalement, c'est matricule en fait. C'est bon. Et on applique. Voilà. Et on fait ça. Ah, attends. Attendez. Bon, les clés étrangères, on peut laisser jusqu'à la prochaine fois. Il faut juste se limiter à créer l'équipe pour aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on supprime la contrainte. Ok. Donc, on a créé la table note, c'est bon. Donc, comment dirais-je? Donc, on était où? Créer la table note. Maintenant, saisissez au moins 5 lignes de données dans chaque table et fermez les EGBD. Copiez l'instruction de create. Attendez. Attendez, donnez-moi quelques minutes s'il vous plaît. Je reviens. D'accord. Désolé. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer d'insérer des données au niveau de la table étudiant et de la table note. Donc, pour étudiant, on vient au niveau de, comment on dirait encore? Vous sélectionnez bien la table étudiant. Vous venez au niveau de parcourir les données. C'est bon. Et là,
insérer un On nouvel sélectionne la enregistrement. table étudiant et ensuite on va parcourir les données. Là, voilà, vous sélectionnez la table étudiant et vous venez ici à l'onglet parcourir les données. Vous voyez. Maintenant, vous venez ici, insérer un nouvel enregistrement dans la table en cours. Donc, vous cliquez. Normalement, il a inséré directement cette table-là. Attendez. Parce qu'il faut que je supprime ça. Voilà. Donc, vous venez ici, au niveau de matricule, vous renseignez le champ matricule. Donc, comme on avait mis que le champ matricule est de type, comment dirais-je, de type texte, donc on peut mettre des numéros et des textes. Donc, pour le matricule, on peut choisir par exemple SN, par exemple 01. Le prénom, on va dire un prénom classique, hein. Amadou. Pour le nom, je sais pas, ouais, un nom classique aussi, Diop. Date de naissance, on va mettre 31 05 1999. Pour le sexe, on va mettre masculin. Nationalité, on va faire sénégalaise. Pour le téléphone, on va donner un numéro de téléphone. Pour l'adresse, on va dire Pékin. Okay. Donc, si on renseigne tous les champs, vous pouvez cliquer sur ici. Donc, normalement, non, pourquoi il a enregistré? Non, en fait, normalement, ça devrait. Attendez, je vois là, parce qu'il n'y a pas d'expert. Ouais, normalement, ça devrait pas. Attendez, attendez. ma nekk ci kaw di liggéey ba si yàgg benn xale bu jigéen ñoo fekk
Allô? Ah, j'avais pas ouvert le micro. Vous m'entendez? Donc, ce que je disais, c'est qu'au niveau des... Tout à l'heure, ce que je remplissais, c'était au niveau des filtres, en fait. Donc là, tout en haut, il faut pas y toucher. Ça, c'est pour faire des tri après sur les différentes colonnes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est au niveau de... Comment dire encore? Insérer un nouvel enregistrement dans la table en cours. Vous cliquez là-bas. Donc, il va vous amener une ligne où il n'y a que des nuls. C'est normal parce qu'on n'avait pas encore mis de valeur. Donc, pour remplir chaque champ, vous regardez la colonne correspondante. Donc, par exemple, pour matricule, pour remplir le matricule, on voit que là, en haut, c'est matricule. Donc là, je vais mettre le matricule, en fait. Donc, il faudra faire attention au type lorsque vous allez remplir. Il faudra faire attention au type lorsque vous allez remplir, en fait. Il ne faudrait pas, par exemple, pour la colonne matricule, on a mis texte. Il ne faudrait pas essayer de mettre, par exemple, des... Comment dirais-je? Juste un number, en fait. Normalement, pour le type texte, il prend un number et un texte en même temps parce que c'est comme ça. Mais je ne sais pas si on a mis tous nos attributs comme texte. Pour une colonne de type texte, si vous mettez un number, ça va passer. Mais si c'est une colonne beaucoup de temps pour moi de type number, si vous mettez un texte, ça ne va pas passer en fait. Ça va vous signaler des erreurs. Donc normalement, ça, vous l'avez vu au niveau des cours magistraux. Il faut impérativement respecter le typage des colonnes en fait. C'est très important. Donc au niveau de l'exo, on nous demande de mettre, d'insérer 5. Je mets ça. On nous demande d'insérer 5 lignes. Bon, une fois que le principe est bon, si c'est au moins 5 lignes de données dans chaque table, pour moi, une fois que le principe c'est bon, c'est fini. Hein. Donc, pas essayer de remettre encore 5 lignes. Pour l'insertion d'une ligne, c'est bon pour tout le monde. Oui, c'est OK. D'accord, OK. Maintenant, comment dire encore? Qu'est-ce qui reste encore? Désolé. Ils disent fermer le EGBD. Donc, normalement, tout est bien hein, si on ferme le EGBD. Relancer le logiciel et venir vérifier que les données sont... Excusez-moi. Oui. Quand on a fait la table étudiant, la table note, on l'a fini? Ouais, c'est vrai. Désolé, on n'a pas encore... Une autre question aussi. Pour l'enregistrement de la table, c'est automatique ou on doit faire quelque chose pour l'enregistrer? Non, en principe, au niveau des EGBD, ce que l'on utilise en ce moment, en principe, c'est... Voilà, en fait. Le commit... Attendez, que je fais encore le TTP. Parce que quand je regarde quand je suis sur le modèle enregistré,
avec la disquette, on me met enregistré comme vue ou exporté en format CSV. Donc, j'imagine que exporter en format CSV, c'est pour le transformer en CSV. Et l'enregistrer comme ça, c'est pour l'enregistrer comme sur SQLite. Ou je Non, dois en fait, directement. non, en fait, pour les vues, c'est autre chose, en fait. D'accord. Donc, les Maintenant, vues, voilà. Comment? comment on enregistre ce qu'on vient de faire? Ouais, c'est ça que je dis, en fait. Ça, les EGBD, peut-être que vous allez voir ça au niveau des formations, dans les autres cours qui vont venir. Il y a ce qu'on appelle des commits, en fait. Les commits, c'est pour enregistrer les données directement au niveau de la base de données. Donc, tu peux faire des manipulations au niveau des EGBD, tous les EGBD. Il y a ce qu'on appelle les langages de manipulation de données. Il y a de ces types, quand tu les utilises, c'est juste pour manipuler les données, en fait. Comme les requêtes de type select. Par exemple, si tu consulte une table, les données de la table, vous allez voir les requêtes après. Il va vous expliquer comment est-ce que les requêtes se passent. Maintenant, pour les requêtes de manipulation de données, là, les types de select, quand tu lis, ça, c'est pour juste visualiser les données. Donc, quand tu fais ça, les données ne seront pas enregistrées directement. Si tu avais fait des travaux avant, il n'y aura pas de commit, en fait. Mais par contre, si tu fais des créations de tables, les requêtes de création de tables, comme ce qu'on vient de faire directement, on a créé des tables, on a fait des requêtes d'insertion, on a inséré des lignes. Ça, tu le fais, c'est directement enregistré dans la base de données, en fait. Normalement, cette question-là, c'est fait pour te montrer ça, relancer le logiciel et vérifier que les données sont bien présentes. Vous allez voir que si on relance le logiciel, les données que l'on avait enregistrées, la nouvelle base de données, les tables et les données qu'on a mis à l'intérieur seront toujours présentes parce qu'ils ont été directement enregistrés, en fait. Donc, tu n'as pas besoin après avoir mis la table, de cliquer encore sur enregistrer, comme sur Word ou bien sur Excel où tu dois faire constamment CTRL-S ou bien enregistrer. Là, avec les systèmes de gestion de base de données relationnelles, tu n'as pas besoin de faire ça, en fait. C'est bon. Très clair, merci. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, merci pour le rappel, on n'avait pas encore enregistré la table note. Ouvrir une base de données. Bon, c'est pas là que ça s'enregistre. Donc, il faut jamais oublier là où vous avez enregistré vos, comment dirais-je, vos bases de données, en fait. C'est très important. Voilà, BDTP1K école, c'est ça. Vous voyez, si on revient au niveau de la table étudiant, on fait parcourir les données. Ce qu'on avait enregistré tout à l'heure, on le retrouve encore. Ça a été déjà enregistré, en fait. Donc, pour la table note, on va essayer de mettre une note. Hein. Donc, on sélectionne encore la table note, parcourir les données. Bon, on va revenir note pour bien être sûr d'avoir sélectionné la table note. Donc, on fait nouvel enregistrement, clique sur la colonne. Donc, pour l'ID, on va mettre 01. Pour le matricule, donc il faut bien veiller à mettre le matricule qui se trouve là-bas. Je pense. On n'a pas encore renseigné les clés étrangères, mais il faut bien mettre. Je pense que c'est ça. Ok. La valeur de la note, on va mettre 12 par exemple. Maintenant, date note. Aujourd'hui, on est le combien? 2 janvier. Donc c'est bon. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure, si je ne me trompe pas, pour la table note, on avait mis comme type real, ok. Donc on va essayer de voir si on essaie de parcourir les données pour la table note, pour la valeur de note real. D'accord, il le met au type, le format réel. Essayons de mettre du texte par exemple. Ok.
Normalement, ça ne devrait pas passer. Hein. Bon, je sais pas avec SQLite, mais normalement, comme on avait mis la valeur de... Comme on avait dit que la valeur de la note devrait être de type real, on ne devrait pas pouvoir mettre de texte en fait. Normalement, ça devrait pouvoir signaler une erreur. Je ne sais pas avec SQLite, est-ce que ça le fait ou pas. De toute façon, on va essayer de voir ça avec le MySQL tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, on a enregistré une note et tout. On referme la base de données. Si on reprend encore, ouvrir une base de données. Donc, il vient par défaut là-bas. Alors que moi, je n'ai pas enregistré là-bas. Utilisateur. Donc, on ouvre. Si on parcourt les données, on retourne encore l'étudiant qu'on avait mis et la note qu'on avait mis aussi. Donc, pour l'autre qui me posait la question tout à l'heure, pour savoir pour les clés primaires, comment est-ce qu'on va, à quoi ça sert en fait? Comment est-ce qu'on va faire pour différencier les trucs? Vous voyez, par exemple, si on dit ici que la clé, que matricule en fait représente la clé primaire, la définition de la clé primaire impose que la clé primaire soit unique en fait. Donc, par exemple, moi, je ne peux pas venir ici et insérer une autre ligne en disant que le numéro de matricule de la personne suivante devrait être SN01 encore. Parce que la clé primaire ne peut pas se répéter en fait. Donc, obligatoirement, si je veux acheter une autre personne là, la clé primaire ne peut pas être SN encore 01. Normalement, je dois mettre SN02, SN03, SN04, ainsi de suite. Parce que c'est la clé primaire, elle ne doit pas se dupliquer en fait. Donc, si je fais ça, SN01, SN02, SN03, donc je vais pouvoir utiliser la clé primaire pour différencier chaque personne en fait. Pour pouvoir retrouver chaque personne au niveau de la table. Les clés primaires, c'est un peu comme ce qu'on a fait avec nos pièces d'identité en fait. On a tous des pièces d'identité avec un numéro qui nous est attribué à nous et à nous seuls. Donc, on peut facilement nous identifier avec notre numéro d'identification nationale. C'est exactement la même chose en fait. C'est à ça que servent les clés primaires. Maintenant, pour les clés étrangères, bon, vous allez voir ça après. Mais par exemple, si on utilise la clé primaire SN01 pour la référencer au niveau de la table, non? Par exemple, pour Mamadou Diop, le matricule SN01, toutes ces notes, si on devrait sortir toutes les notes de Mamadou Diop, dans cette table-là, il n'y a pas Mamadou Diop en fait. Donc, on va prendre toutes les notes avec qui auront le matricule SN01 et on saura que ce sont les notes de Mamadou Diop. C'est juste à ça que ça sert en fait. On va l'utiliser comme référence pour pouvoir parcourir toutes les notes de Mamadou Diop. C'est bon. D'accord, je suppose que c'est bon. Donc, on va fermer SQLite. On passe ça sur le DB. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Relancer, faites un filtre pour afficher uniquement les élèves dont le nom commence par bas. Les élèves dont le prénom est Fatou. OK. Bon, apparemment, il faut encore. Excusez-moi. C'est ça que je disais tout à l'heure, en fait. Bon, je vais vous montrer directement comment est-ce qu'on va faire comme ça. On va gagner du temps. Il est presque midi et on doit faire le MySQL aussi. Donc, ce qu'il disait tout à l'heure pour... Bon, ça s'appelle encore. Faites un filtre pour afficher uniquement les élèves dont le nom commence par bas. Et
ensuite, l'autre filtre, c'est les élèves dont le prénom est Fatou. Donc, normalement, pour faire des filtres, c'est ça que je disais tout à l'heure, en fait. Tu peux choisir de faire des filtres sur la colonne matricule ou bien sur la colonne prénom, nom, etc. Et pour les filtres, il faut juste mettre le filtre au niveau d'ici, en fait. Donc, quand il dit, par exemple, faire un filtre pour afficher uniquement les élèves dont le nom commence par bas, il suffit, par exemple, au niveau de prénom, de mettre un filtre pour bas. Par exemple, si je mets bas, vous voyez, ça part, en fait. Donc, pas prénom, parce que là, il n'y a pas de bas, en fait. Je n'avais pas inséré d'abord. Par exemple, si je mets Mamadou, le Mamadou va rester parce qu'il y a un Mamadou, en fait. C'est exactement ça pour faire des filtres. Donc, si on avait eu le temps d'insérer beaucoup, j'allais vous montrer. Mais vous pouvez essayer après. Vous insérez plusieurs lignes. Après, vous essayez d'appliquer les filtres au niveau de tout en haut. C'est là que ça se trouve. Filtre. C'est bon. Maintenant, créer un répertoire dont le nom est export. C'est CSV. À l'intérieur de ce dossier, exporter les données de la table élève au format CSV. Donc, c'est ça aussi. Hein. Vous allez au niveau de votre machine. Là où vous voulez exactement, c'est à vous de voir au niveau du bureau, au niveau de mes documents ou trucs du genre, pour créer un répertoire. On va le faire au niveau du bureau. Donc, on va l'appeler export CSV. Donc, il a dit d'exporter les données de la table élève au format CSV. Donc, bon, il s'est trompé. Hein. Je suppose que c'est la table étudiant. Donc là, comme le disait l'autre tout à l'heure, vous avez juste l'onglet. Où est-ce que ça se trouve encore? Je l'avais vu tout à l'heure. Pour exporter les tables au format CSV. Comment est-ce que ça se trouve encore? Voilà, exporter les données au format CSV. Donc pour la table étudiant là, vous pouvez sélectionner la table. Faites clic droit, exposer les données au format CSV. Donc les données de la table étudiant. Donc là, il y a les options en fait. Nom de colonne en première ligne. Si vous voulez, vous exportez les noms de colonne. Si vous voulez exporter les données brutes sans les noms de colonne, vous pouvez décocher cette case-là. Donc, il y a les types de séparateurs. Vous pouvez choisir virgule, point, virgule, tabulation. C'est à vous de voir. Il y a des sauts de ligne et tout. Après, vous faites enregistrer. Maintenant, il vous demande dans quel dossier vous voulez le mettre, étudiant en format CSV. Donc, nous, on a créé un dossier qui se trouve au niveau du bureau. Export CSV. On ouvre ce dossier-là. On fait enregistrer. Export terminé. Je fais OK. Maintenant, je viens au niveau de mon dossier. J'ouvre et je trouve le fichier étudiant en format CSV. Donc, si je l'ouvre, vous voyez, il y a les noms de colonnes qui sont tout en haut, matricule, prénom, nom, date, etc. Et j'aurai les lignes SN, Mamadou, etc. C'est ça. Donc, je pense que c'est bon pour SQLite. Si c'est bon pour tout le monde, non? Si c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour moi. Vous me dites s'il y a des questions aussi. Vous me dites par rapport à SQLite. Mais après, on va essayer de faire la même chose. Est-ce que vous pouvez reprendre l'export CRV, s'il vous plaît? L'opération sur l'export CRV, s'il vous plaît. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. On va faire ça vite fait. Donc, je disais pour exporter les fichiers au format CSV. Donc, au niveau du TP, on nous a dit de créer un répertoire dont le nom est export CSV. Et à l'intérieur de ce dossier, exporter les données de la table élève. Bon, là, on s'est trompé, c'est la table étudiant en format CSV. Donc, ce qu'il faut faire en premier, c'est au niveau du bureau. Donc, ou bien au niveau de mes documents. C'est à vous de voir dans n'importe quel répertoire de votre machine. Vous créez un nouveau répertoire, un nouveau dossier. Vous l'appelez export CSV. Donc maintenant, vous venez au niveau du DB Browser, du SQLite. Maintenant, vous sélectionnez la table étudiant. Faites clic droit. Vous faites exporter les données au format CSV. Donc là, vous sélectionnez la table étudiant, la table note ou les deux. Ça dépend de vous en fait.
Donc, nous, on a demandé tout simplement d'exploiter la table étudiant, de sélectionner la table étudiant. Donc là, comme je le disais, il y a les options pour l'export. Donc, il y a les noms de colonnes en première ligne, c'est coché. Donc, ça veut dire que si j'exporte les données de la table au format CSV, il va prendre les noms de colonnes en première ligne. Il va mettre les noms de colonnes en haut. Donc, si je ne veux pas prendre les noms de colonnes, je veux juste prendre les données de manière brute, je peux décocher ça. Donc, pour les séparateurs aussi, pour les colonnes, je peux utiliser le virgule pour les séparer, point virgule, tabulation, les pipes ou bien autres. Donc, pour autres, bon, il va me demander sûrement de mettre les séparateurs que je veux. Non, ça, c'est les pipes. Pour autres, il va me demander de mettre à côté le séparateur que je veux. C'est à moi de voir. Hein. Donc, nous, on choisit les points virgules. Les types de guillemets, soit on peut mettre double quote ou simple quote ou bien autre. C'est à nous de voir aussi. Hein. Ce sont des options d'export. Il y a des sauts de ligne, etc. Donc, après ça, moi, je laisse les options par défaut. Je fais enregistrer. Donc, il va me demander directement dans quel répertoire je vais enregistrer le truc, en fait. Je vais enregistrer l'export. Donc, moi, je vais au niveau du dossier que j'avais créé, export CSV. Donc, c'est ce qui nous est demandé. Donc, une fois que je me trouve au niveau du dossier, je fais enregistrer. Voilà, il me dit export terminé. Donc, ça veut dire qu'il a déjà exporté les données de la table. Donc, si je retourne au niveau du répertoire export.csv, vous voyez, je vais retrouver mon fichier .csv étudiant. Donc, si je l'ouvre, j'aurai les données de la table. Donc, on a les noms de colonnes qui sont en première ligne, matricule, prénom, nom, etc. Donc, on voit bien qu'il y a des séparateurs. C'est le virgule qui sépare les données, en fait. Donc, on a les données SN01, mode job, etc. etc. C'est ça. C'est bon. Oui, c'est bon, merci beaucoup. D'accord, il n'y a pas de quoi. Donc, 1005, je sais pas, vous m'excusez 5 minutes, je vais prendre une pause de 5 minutes. Après, je reviens vous expliquer comment encore le MySQL. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit tout à l'heure qu'il utilisait Workbench en fait. Bon, ça va être un peu, mais comme moi, mes deux sont liés, c'est-à-dire la base de données PHP et Workbench. Monsieur, oui. Je voulais juste savoir, concernant SQLite, là, il y a que ça, ou il y a d'autres fonctionnalités encore? Il y a que ça, c'est-à-dire ce qu'on a fait ou bien il y a d'autres choses, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord, non, pour SQL, il y a d'autres choses. En fait, pour les bases de données de manière générale, les systèmes de gestion de bases de données, il y a énormément de choses. C'est-à-dire, je vous le dis hein, honnêtement, il y a énormément de choses. On ne pourra pas voir tout. Même au niveau de l'information, vous n'allez pas voir tout. Mais ce qu'on va vous donner au niveau de l'information, c'est tout ce dont vous aurez besoin pour la gestion des bases de données et pour développer des applications. Maintenant, vous allez voir au cas par cas, hein, à chaque fois que vous aurez besoin de quelque chose, vous allez voir que vous l'avez déjà appris. C'est comme ça que ça se passe. Parce que nous, ce qu'on vous donne, la formation qu'on vous donne, les exos qu'on vous donne, c'est calé sur ça en fait. Parce que de manière générale, moi, je développe des applications, mais tout ce dont tu as besoin, c'est de communiquer avec la base de données, comme on a fait, de créer des tables, de faire des requêtes d'insertion et de lire des données ou bien d'exporter les données. C'est ce que tu fais de manière générale. La majeure partie du temps, c'est ça. Maintenant, il y a d'autres choses. Il y a les déclencheurs, les trucs. Bon, peut-être vous allez voir ça après en cours magistral et vous allez revenir avec moi en TD. Et on va beaucoup plus approfondir ça. C'est bon. Allô, c'est bon. Oui, c'est bon, monsieur. Merci. D'accord, ok. Clair, si on pouvait même, en ordre de MySQL, pouvoir faire en même temps ce que vous avez dit sur Access, parce que comme dans les bureaux, c'est ce que les gens utilisent le plus, ça serait aussi quelque chose pour nous, quoi. Effectivement. Donc, il y a les gens qui utilisent Access, d'autres Oracle, d'autres. Voilà, quoi, c'est bon. Mais vous allez voir que, par exemple, ce qu'on a fait sur SQL, si on retourne sur MySQL, on va le faire avec PHPMyAdmin et Workbench, parce qu'il y en a qui utilisent d'autres PHPMyAdmin. Vous allez voir que ça soit PHPMyAdmin, Workbench sur MySQL, ou bien DB Browser sur SQL, c'est exactement la même chose, rien ne change. Juste peut-être là, comment est-ce qu'ils mettent les choses, le design et tout, mais c'est le même principe en fait. Donc, on va voir tout de suite MySQL. Donc, on m'a donné quelques minutes, 2 ou 3 minutes, je reviens, on va faire MySQL avec MyAdmin et Workbench, c'est bon.
Oui, c'est bon. Merci. D'accord, ok, à tout de suite. Merci. Allô? Bon, si vous êtes là, si c'est bon, on peut recommencer, on peut aller directement sur. Allô, vous êtes là. Donc, de toute façon, comme c'est enregistré, on va commencer, on va aller directement sur le MySQL. Donc, comme je le disais, pour certains d'entre vous, si vous avez installé WAMP, donc normalement, vous avez PHPMyAdmin. Si vous venez au niveau de votre navigateur, vous faites localhost PHPMyAdmin, tout simplement. Normalement, il vous redirige vers le PHPMyAdmin. Donc, il doit vous demander de vous connecter, mais par défaut, le mot de passe et le nom d'utilisateur, c'est root et pas de mot de passe. Donc, vous connectez, c'est ça. Donc, vous avez cette interface-là. Vous avez là, au niveau de la colonne gauche, les bases de données. C'est ça qui est un peu différent de ce qu'on utilisait tout à l'heure, le SQLite. Il fallait chercher la base de données, l'enregistrer dans un dossier et tout. Mais avec le MySQL, tout est géré automatiquement. Donc, vous n'avez pas besoin de créer des fichiers ou des dossiers, etc. Donc, le MySQL gère tout ça en même temps. Donc, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est créer une nouvelle base de données. Bon, on va voir ça parallèlement au niveau de Workbench aussi. C'est exactement la même chose. Hein. Donc, pour Workbench, si vous venez, il y a des, comme je disais tout à l'heure, il y a des instances de connexion. Donc, pour le MySQL, il n'y a qu'une seule instance, il le fait directement. Vous pouvez mettre d'autres si vous avez des bases de données distantes, mais ça, ce n'est pas encore à l'ordre du jour.
Pour le workbench aussi, par exemple, nous, ça, c'était une base de données distante en fait. C'est pas hébergé sur ma machine. Donc ça, c'est une instance locale, une base de données locale, c'est ça qui nous concerne en fait. Donc j'ai utilisé la même instance de WAMP, c'est-à-dire la base de données, le MySQL que vous voyez là au niveau de PHP c'est le même que j'ai connecté au niveau de Workbench. Donc normalement, pour celui qui utilise Workbench, si je fais des manipulations, attendez, si je fais des manipulations ici au niveau du PHP, on va le voir directement ici aussi. C'est bon. Si vous voyez là les bases de données qui sont là, Abi, Africa, Asie, nanani, nanana. Excusez-moi, pour la connexion, pour la connexion, on met la local instance ou le deuxième? Non, vous mettez la local instance en fait. Parce que c'est ça qu'on va utiliser. On va utiliser des connexions locales. C'est vous qui utilisez Workbench, c'est ça? Senghor Moïse, c'est vous qui utilisez Workbench? Oui, c'est bon. D'accord, vous avez déjà la connexion locale, c'est bon. D'accord, je suppose que c'est bon. Donc, on va reprendre le... Excusez-moi, je vais remettre mon mail. Allô? Monsieur Nia? Oui. Moi, j'ai un petit souci là. En fait, je n'arrive pas à lancer WAMP. Vous n'arrivez pas à lancer WAMP. Je peux partager mon écran pour voir le souci. D'accord. Il me demande un mot de passe. C'est le mot de passe de la connexion locale. Ouais, en fait, le nom de l'utilisateur, c'est root. Pour le mot de passe, vous ne mettez pas de mot de passe. Parce que par défaut, il n'y a pas de mot de passe. Vous laissez les champs vides comme ça. Il vient de refuser. Lors de l'installation de MySQL, vous aviez mis un mot de passe. Je ne me rappelle pas. D'accord, c'est ça le souci souvent. Si vous ne mettez pas de mot de passe, parce que attendez, je vous montre. Parce que moi là, si je me déconnecte, vous voyez, si je viens au niveau de PHP, c'est ça que ça me met. Le nom utilisateur, c'est root par défaut et le mot de passe, il n'y a rien du tout. Donc, je fais exécuter et il se connecte automatiquement. Ça, c'est le nom utilisateur et le mot de passe par défaut. Pour le Workbench aussi, ça, c'est une instance de connexion. C'est l'instance locale. Qu'est-ce que j'ai fait pour supprimer ça? Attends. Ça. Connexion. Je fais delete collection. Je fais delete collection. Vous voyez là, il faut mettre encore une connexion. Vous voyez, connection name. Bon, je vais mettre MySQL WAMP. Le standard TCP/IP. Le host name, c'est ça. Donc 127.0.0.1, ça c'est le local host en fait. Et le 3306, ça c'est le port par défaut pour le MySQL. Vous voyez, nom d'utilisateur, je mets root. Et le password, je mets rien du tout. Store in full, pas de password. Tu vois, il n'y a absolument aucun password. Donc je mets, avant même de me connecter, je fais test connection. Maintenant, tu vois, il me dit successfully made the SQL connection. Donc la connexion, elle est bien, ça passe. Je fais OK. Donc, c'est ce que je dois faire tout de suite. Ouais. En fait, normalement, si vous avez bien installé votre MySQL, normalement, la connexion, elle doit passer sans problème. Vous venez ici, vous voyez vos bases de données, vous voyez. D'accord, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ce que vous venez de faire exactement. Oui, exactement. Attendez, vous allez partager votre écran, je vais essayer de voir. Parce que je ne veux pas en fait que les problèmes d'installation nous ralentissent. Mais je vais essayer de voir avec vous, vite fait. D'accord, mais pourquoi je ne peux pas être... L'autre, quand je l'utilise, ça marche? Mais là, il y a écrit mon nom. Attendez, vous allez partager votre écran, je vais voir. On aille vite. Ok, d'accord. Attendez. Il y a un premier en fait qui m'a demandé à partager son écran. Comment est-ce que ça s'appelle? Oui, c'est moi, ça, oui. D'accord, attendez, je vous donne la main. Vous allez attendre ça. Vous allez partager votre écran.
Oui, parce que moi, j'ai un souci là, ça me dit que je ne suis pas en ligne. So, vous pouvez pas, attendez, vous pouvez partager votre écran en ce moment. Ok, d'accord. Bon, on dit que l'administrateur a désactivé le partage d'écran. Essayez encore. Monsieur Nia, Oui. vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, je vois votre écran. C'est bon. Oui, maintenant, mon souci, moi, en fait, quand je viens au niveau de... j'ai installé le logiciel WAMP. Il y a trop de... Mais quand je viens au niveau du petit raccourci là, je vois l'icône est là. Quand je clique, il y a ça qui s'ouvre quoi, en fait. Et là, je n'ai pas accédé à PHP, là, à l'écran que vous avez. Maintenant, c'est pas Maintenant, si... là, si- attendez. Cliquez sur PHP-MyAdmin. PHP, là. Oui, Quand je cliquez clique, là-bas. ça tourne et rien ne vient. D'accord. Maintenant, ouvrez votre navigateur Google Chrome. Chrome, bon, Attendez. moi, j'utilise... là. Ouais, ouvrez n'importe quel navigateur, il n'y a pas de souci. Ouvrez juste un navigateur. Ok, j'utilise Opera, quoi. Vous êtes sur Opera, d'accord. Ouvrez juste un navigateur et vous prenez un onglet. D'accord. Maintenant, allez au niveau de la barre d'adresse. Un instant. C'est là en haut, oui. Cliquez là-bas. Non, Oui. pas là-bas. La barre d'adresse. Là, oui, Ah, là où il y a là. mis MSN. Ouais, cliquez là-bas. Ok. Vous effacez tout ce qu'il y a là-bas. Oh là là. Bon, il y a la machine qui s'est planquée là. Maintenant, si j'efface, je dois écrire quoi? Vous devrez, voilà, attendez. C'est venu derrière. J'ai vu que c'est venu derrière, en fait. Ok. L'autre, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, c'est là. Laissez là. Vous voyez, il a Ok. mis localhost php-admin. Ouais, c'est là. Ça va venir, en fait. Ok, C'est ok. exactement là. C'est la machine qui rame un peu, mais c'est ça, en fait. C'est bon. Non, pas Ok. là. Vous êtes en... Ok. Voilà. C'est là-bas. Oui, cliquez là-bas. Cliquez. Voilà, c'est là. Vous attendez, la page va venir en fait. Peut-être ça rame un peu, c'est au niveau de votre machine, mais ça va Oui, venir. oui, la machine est un peu lente là, oui. Pas l'endroit, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. D'accord. Maintenant, vous pouvez arrêter votre partage et l'autre va partager là pour que Ok, Senghor ok, ne d'accord. D'accord, ok. Merci. Pas de quoi. Maintenant, Senghor, tu peux partager ton écran pour qu'on essaie de voir le problème. Ok. Maintenant, regarde, tout en fait en haut. Voilà. Ouais, tu vois, local instance MySQL 80. C'est pas celui-là. Là où tu as mis Momo, double-clic là-bas. Ouais, c'est ça la connexion en fait. Parce que j'ai vu que vous avez mis. Ouais, c'est ça, c'est bon. C'est exactement ça ce dont tu as besoin. Tu as utilisé la connexion locale avec le port 3306. Bon, c'est juste que tu l'as appelé Momo, mais c'est bon. C'est bien ça.
que le nom, ça importe peu en fait. Moi, je l'ai appelé autre part. Toi, tu peux l'appeler comme tu veux. Je peux arrêter le partage. Ouais, tu peux arrêter, c'est bon. Comme ça, je vais continuer. Pas de quoi. Excusez-moi, monsieur Nia, moi, je ne parviens pas à installer MySQL. Ok, Bacheli. Bon, il y a une autre personne qui me disait tout à l'heure, pour les trucs d'installation, on peut le faire maintenant. Peut-être après, on va voir ça. Vous me contactez après. D'accord, ça marche. Là, OK. OK. D'accord, c'est bon. Donc, on va y aller. On va reprendre tout ce qu'on a fait avec SQL, avec MySQL. Donc, ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est essayer de créer les tables étudiants et notes. Mais avant ça, il faut créer la base de données. Donc, la base de données, comment ça s'appelle encore? BDTP2 Kazan école. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que... Monsieur Nia, il faut partager l'écran là. On ne vous suit pas. D'accord, désolé, j'ai oublié. Merci beaucoup. C'est bon maintenant. Donc, ce qu'il faut faire, donc on doit créer la base de données BDTP TP2K école 1, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, au niveau de MySQL, ce qu'il faut faire, si vous êtes déjà connecté là, vous voyez tout à fait à gauche, il y a la nouvelle base de données. Vous pouvez cliquer là-bas, ou bien vous venez sur l'onglet qui se trouve la base de données, vous donne les listes, création d'une base de données. Donc là, on doit mettre le nom de la base de données qu'on doit créer. Donc c'est BDD TP2 K1 école, c'est ça. Donc ça, c'est l'encodage en fait. Par défaut, vous pouvez laisser l'encodage que vous voulez parce que il n'y aura pas vraiment de problème. Mais moi, je vous conseille de prendre UTF-8 General CI pour l'encodage, pour ne pas avoir de problème après. Donc, vous cliquez sur ici, créer. Voilà, il vous dit que la base de données a été créée. Maintenant, la base de données, il n'y a aucune table pour l'instant. On va voir au niveau de structure, il vous dit qu'il n'y a aucune table pour l'instant. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez créer une table. C'est directement comme SQL tout à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va créer la table étudiant. On va créer la table notes. Donc là, désolé, comment est-ce que je vais dire? Donc la table étudiant. Donc par défaut, on peut spécifier le nombre de colonnes que l'on veut directement. Parce que nous, on sait déjà que notre table étudiant, elle va avoir quoi? Combien de colonnes? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc on sait que par défaut, il va avoir 8 colonnes directement. Donc on peut mettre 8 colonnes directement et on fait exécuter. Donc là, directement, il nous amène ça. On a nos 8 colonnes. 1, 2, 3, 4, exactement jusqu'à 8 colonnes. Donc on peut remplir directement. Là, on a le matricule qui va représenter l'ID. On a le prénom. On a le nom. On a le sexe. La date de naissance. Et on a, je pense, nationalité. Téléphone et adresse. Ah ouais. Date de naissance. Téléphone. Adresse. Nationalité, c'est ça, hein? Oui, c'est OK. Oui, c'est ça. OK, maintenant, on va prendre les types pour le matricule. Bon, là-bas, au niveau du SQL, on avait du texte. Mais le texte, c'est très long, en fait. Si vous voyez, bon, je ne sais pas si on va mettre le truc. Vous voyez, une colonne de texte d'une longueur maximale de 65 535 caractères. Donc, 2 puissance 16 moins 1 caractère. Donc, ça, c'est énorme, en fait, pour juste un matricule.
Si tu fais ça pour 65 000 caractères, ça va prendre énormément d'espace. Et c'est pas ce qu'on veut. Parce qu'on n'aura jamais un matricule qui va avoir une longueur de 65 000 caractères. On est d'accord? Donc, on va juste prendre un varchar. Bon, pour le varchar aussi, c'est entre 0 et 65 000 caractères. Mais par contre, là, vous voyez au niveau de la colonne taille et valeur, on peut spécifier la taille en fait. On peut dire que ce sera juste 50 caractères. Pour ne pas prendre trop d'espace en fait. C'est bon. Pour le prénom aussi, on va le mettre en varchar. Donc, un prénom dépasse rarement aussi. Bon, on va mettre juste 100 caractères, c'est beaucoup plus sûr. Il y en a qui ont des prénoms très, très, très longs. Donc, Monsieur, pour le varchar. Oui. Oui, donc varchar, ça prend les lettres et les chiffres, c'est ça? Oui, effectivement. C'est des chaînes de caractères, en fait. Ça prend les lettres et les chiffres. Ah, ok. Ok, c'est ça. Donc, vous allez voir qu'ici, sur MySQL, il y a beaucoup plus de types, en fait. Il y a énormément de types. Donc, on va voir ça, je vais vous montrer après. Pour le nom aussi, on va mettre varchar. Donc, pour ça, on va mettre 50. Pour le sexe, voilà. Je vais vous montrer un truc. Il y a les trucs, là, pour le sexe, en fait, on sait tous que ça ne va pas dépasser 2, en fait. Donc, pour le sexe, ça va être soit masculin, soit féminin. Donc, bon, et maintenant, comme le monde évolue, like, on peut mettre un sexe, je sais pas moi, neutre ou truc de genre. Donc, maximum 3. Donc, pour ne pas mettre des varchars ou prendre 50 caractères ou truc de genre, il y a un type qu'on appelle enum, c'est-à-dire énumération. Si on prend le type enum, vous voyez là, éditer les valeurs de enum set. Je clique dessus. Je peux dire les valeurs que le champ sexe peut prendre. Je peux dire par exemple masculin. Là, je mets féminin. Je fais exécuter. Donc ça veut dire que le champ sexe là, il ne va prendre que masculin et féminin. Si je mets autre chose que masculin ou féminin, il va le rejeter. Vous allez voir après quand je vais insérer. Pour la date de naissance, il y a le type date ici, qui est très, très cohérent. Donc, vous allez mettre des types date et tout, il va le convertir en date et le formater. Pour le téléphone, on va mettre varchar, donc maximum 12 caractères. Parce que le téléphone dépasse rarement ça. Donc, on va mettre 15, si on met l'indicatif parfois. Adresse, on va mettre varchar. Cette fois-ci, on va mettre 255. Pour la nationalité aussi, on va mettre varchar. Non, pas texte varchar. Et on va faire 100 caractères. Donc, une fois qu'on a fait tous nos colonnes, en fait, il nous reste à mettre les contraintes. Parce que normalement, matricule est clé primaire. Donc, matricule, si je fais auto-increment, ça va mettre automatiquement en clé primaire, mais la clé primaire va être renseignée de manière automatique. Donc, ça, les ID en fois, les gens, ils le font. Mais pour mettre clé primaire, tu mets juste là, index, au niveau de la colonne index. Donc, tu cliques là, il y a primary, unique index, etc. Tu mets juste primary. Donc, il te dit là, tu fais exécuter. Et voilà. Il a considéré la clé matricule comme clé primaire, en fait. C'est bon. Donc, pour le mettre comme ce que vous avez fait l'autre fois, prénom, nom, etc., comme non nul, par exemple, tu peux juste cocher les cases, en fait. C'est ça. Tu peux lui donner une valeur par défaut. C'est-à-dire, si on ne remplit pas le champ là, qu'est-ce qu'il va mettre à la place, etc. Donc, c'est ça. Et après, à la fin, si tu termines, tu mets juste tout en bas, enregistrer. Et voilà, il a enregistré la table. Donc, la table, elle se présente comme ça. Donc, on a nom des colonnes, matricule, prénom, nom, sexe, date de naissance, téléphone, adresse, nationalité. Il te donne à côté les types. Pour chaque colonne, tu as les types. L'interclassement, bon, ça, c'est l'encodage. Pour les valeurs nulles, valeurs par défaut, etc., commentaires, voilà, c'est ça. Maintenant, une fois que tu as réalisé la table là, si tu veux modifier une colonne, par exemple, si je veux modifier la colonne prénom, je sens le type. Je veux juste cocher ici, bien venir ici, modifier, je modifie. Si je veux le supprimer, je le supprime.
puis il faut mettre d'autres actions, tu vois. C'est ça en fait. Moi, je vois sur MySQL beaucoup plus de flexibilité par rapport à ça. Donc, c'est comme ça qu'on crée la base de données et c'est comme ça qu'on crée la table. Donc, pour ne pas léser l'autre, on va aller sur le workbench. Donc, je vais créer là-bas la deuxième table. Comment ça s'appelle? La table note au niveau du workbench. Comme ça, lui aussi, il va voir comment est-ce qu'on va créer les tables là-bas. Mais c'est à peu près la même chose. S'il vous plaît, pour le workbench, si on pouvait faire carrément la création de la base de données, parce que j'ai essayé, mais je suis bloqué là. D'accord, ok, c'est bon alors. Bon, parce que moi, mon workbench se connecte. Mais bon, on va créer une autre base de données. Comme ça, tu vas voir. Donc, si on vient au niveau du workbench, donc tu as la connexion là où tu as mis ton nom, tu cliques dessus. Tu vois. Donc là, il y a au niveau. Parce que là, les bases de données là, ils appellent ça, bon, comme c'est en anglais, le mien est en anglais, ils appellent ça schéma. Donc, c'est des schémas en fait. Tu vois. Donc là, soit tu peux créer des modèles, parce que le workbench, il est fait pour ça. C'est pour créer les modèles de modélisation, tout ce qui est modélisation entre-association. Je pense qu'on va voir ça ensemble au niveau du TD. TD ou TP 3 ou 4. Donc là, tu crées un schéma. Tu vois, il te dit new schéma. Ça, c'est la base de données en fait. Je lui donne le nom. Test. Voilà, test, je sais pas moi. Tu mets étudiant. À toi de voir, tu donnes ce que tu vois comme nom. Donc, le default char set, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est l'encodage en fait. Bon, il y a les latins et là, il y a le UTF-8, tu le vois. Maintenant, Donc, default. Hein? Donc, je mets le UTF-8. Voilà, tu mets le UTF-8 et tout ce et la colonne après tu mets UTF-8 General CI. UTF-8, je ne vois pas le général CI, je vois UTF-8, UTF-8, BM4. Voilà, ça c'est la première colonne. Là, tu mets UTF-8. Maintenant, l'autre qui est juste à droite, là, il y a mis Default Collation. Là, tu vas voir UTF-8 General CI. UTF-8 General CI. C'est bon. Oui, je l'ai, c'est bon. D'accord. Donc maintenant, voilà, tu fais Apply. OK. Et il me met le code en fait. Voilà, c'est ça. Tu vois le SQL. Maintenant, tu fais Apply encore. Il te fait, voilà, script was successfully applied to database. Après, tu fais Finish. OK. OK. Maintenant, normalement, sur ta colonne qui est totalement à gauche, tu dois voir le nom de ta base de données en fait. Moi, je le vois, test étudiant. D'accord, c'est bon. Tu le vois. Oui, je l'ai. Maintenant, tu double-cliques là-dessus. C'est fait. Voilà, il t'affiche une liste là où il y a table, view, storage procedure, etc. Je mets table. Voilà, tu double-cliques sur table. D'accord. Non, pas double-clic. En fait, tu fais clic droit sur la table. Créer table. Créer table, voilà, c'est ça. D'accord. Maintenant, je mets le nom de la table. Donc là, ça va être étudiant. Étudiant, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je l'applique. Non, non, avant de mettre, regarde mon écran, regarde mon écran. Après, tu vas, comme ça, je te montre. Après, tu vas appliquer le fait. Regarde mon écran. Oui. Voilà, tu vois la table name. Je mets le nom de la table. Ça, tu l'as déjà mis normalement. Je mets étudiant. Donc, ça, c'est pas. Maintenant, là, au niveau des colonnes, tu vois colonne name, data type, etc. Tu vois, au niveau des colonnes name, tu doubles. Mais moi, c'est ce que je n'ai pas, justement. Bon, en fait, je l'ai, mais c'est différent de toi. Et c'est grisé, en fait. D'accord, bon, normalement, peut-être c'est la version de Workbench qui n'est pas la même, mais normalement, ça ne devait pas être un problème. Regarde. Au niveau de colonne name, même si c'est grisé, tu essaies de double-cliquer là. Tu fais ça. Il t'amène une colonne, en fait. D'accord, je double-clique. Voilà. Je double-clique sur colonne name. Sur colonne name, juste en bas. Je suis en train de double-cliquer, mais ça ne marche pas. D'accord. Attendez, je partage mon écran, je vous montre. D'accord, ok. Attendez, j'arrête le partage. Je vais vous montrer parce que normalement, ça devrait. Allez-y, partagez.
sur votre écran choix. Vous voyez? Oui, je vois. Donc, c'est là où je suis, j'ai mis le nom. Attends. Data type. Attends. Ah, regarde. Tu vois entre là où il y a mis le comment et là où il y a mis le colonne name en bas. Il y a une petite truc là qui est en rectangle. Là, oui, tu dois le descendre. Tu l'as amené trop haut en fait. Remonte la souris, descends le truc un peu. Là. Attention. Attends. Enlève l'écran de partage. Je vais te montrer ce que tu as fait. Attends, je partage. D'accord, c'est bon. Tu vois mon écran. Oui. Tu vois pourquoi tu n'as pas ça? Le truc là en rectangle, là où je mets ma souris. C'est parce que toi, tu as fait ça. Attends, je te montre. Ah, d'accord. OK. Voilà quoi. Tu as un peu, tu as descendu ce qu'il y avait en haut là. Donc ça a un peu collapsé en fait. Maintenant, comment je fais pour qui ça? Bon, normalement, c'est la souris que tu dois utiliser. Hein. Donc, si c'est pas, Je l'ai. Tu l'as? Oui. Tu le vois maintenant? Maintenant, Voilà, je le vois. Voilà, c'est bon. Maintenant, tu double-cliques en bas de colonne name. Donc, normalement, il va te mettre les colonnes et tout. Donc, attendez, double-clic. Oui, donc, il a est déjà... étudiant. Donc, normalement, c'est ID, je crois, en matricule. Ouais, mais voilà, tu l'effaces, tu mets matricule, etc. Et après, à chaque fois que je veux ajouter, je fais comment? Tu double-cliques juste en bas. Il te met une nouvelle. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Maintenant, regarde mon écran. Tu regardes mon écran. Tu vois pour les types. Tu vois. Par exemple, là, il y a des types, il y a int. Si je double-clique ici, tu vois, il y a les mêmes types en fait. Tu peux mettre varchar là. Mais toi, à contrario, pour mettre la valeur, tu vois, varchar, il met une parenthèse. Par exemple, tu veux mettre 100, tu fais 100. Varchar, parenthèse 100. OK, là, ça me donne 100 caractères en fait. Ça, voilà, c'est ça. Ça te donne 100 caractères. Maintenant, pour mettre les clés primaires, tu vois là au niveau de la colonne, là, il y a mis PK. Voilà, primary key. Tu coches la case. Et ça met les contraintes. Ça met les contraintes. C'est juste ça en fait. Maintenant, si tu termines, tu mets apply juste en bas à droite et il enregistre la table. D'accord. C'est bon. C'est bon. Maintenant, pour une dernière question. Tout à l'heure, j'ai vu que vous aviez fait l'énumération. Je dois l'avoir ici aussi, je suppose. Ouais. Regarde par exemple, si tu as data type, tu fais ça. Donc normalement, si tu veux faire la recherche pour être beaucoup plus rapide, tu fais juste enum. Enum, voilà, je l'ai là. Là, c'est exactement ça. Et là, je mets les deux. Si je mets deux, normalement, ça devrait me donner deux possibilités. Deux possibilités, exactement, c'est ça. Non, pas dans les parenthèses, tu ne vas pas mettre deux. Toi, dans l'énumération, au lieu de mettre deux, regarde, tu vas mettre ça, cote. Mais masculin, entre les cotes. Ah, d'accord. Tu fais virgule, tu mets encore les cotes, tu mets féminin. Et je mets les parenthèses pour montrer que c'est stringel, quoi. Voilà, exactement, c'est ça. OK, d'accord. J'essaie de le faire rapidement en attendant alors. Attendons, d'accord, ok. Donc, je vais repartir sur le PHP Management pour les autres. D'accord. Donc, comme on a créé d'accord, ok. Donc, on continue. Comme j'ai créé la table matricule, donc maintenant, on va créer la table note. Rapidement. Ok, vous voyez là, au niveau de la base de données, tout à fait à gauche, là où j'ai mis ma souris, je vais mettre une nouvelle table. Vous cliquez sur une nouvelle table. Nom de la table, on va mettre notes avec S. Donc, normalement, au niveau de notes, on a combien de 1, 2, 3, 4. On a 4 colonnes. Donc là, on a 4 colonnes. Donc, si je voulais acheter une autre colonne, vous voyez là, au niveau de ajouter une colonne, je peux mettre le nombre de colonnes que je veux acheter en fait. Et je fais exécuter, il va acheter une nouvelle colonne en bas. Nous, on a 4 colonnes. On a besoin de 4 colonnes, donc c'est bon. Donc, ce qu'on a là, c'est le ID, je pense.
ID, matricule, val note et date note. Donc, on a ID, on a matricule, date note, val note avant, val note, et là, on a date note. Donc, pour le ID, je vais laisser en int, je vais le mettre en auto-incrément, donc ça va le mettre directement primary comme première clé primaire. Donc, pour le matricule aussi, là, on va mettre varchar. Donc, je ne me souviens plus ce qu'on avait mis l'autre fois, donc 100 caractères. Okay. Pour le val note, le valeur de la note, on va prendre des types numériques, on va mettre un décimal, float, double, donc on va mettre un float. Donc, float, en fait, le type là, c'est les notations décimales, en fait. On peut avoir une virgule ou truc du genre. Pour date note, on va mettre le type date, c'est bon. Et maintenant, on va faire enregistrer et enregistrer la table note. Donc, c'est exactement ça, ce dont on a besoin. Maintenant, pour les clés étrangères, on va voir ça après. Donc, on a créé la table. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est créer au moins 5 lignes de données dans chaque table. Donc, comme on a fait avec le SQLite, vous voyez là, pour insérer des données, je viens sur je sélectionne la table étudiant. Là, dans l'onglet, il y a insérer en haut. Je clique sur insérer. Maintenant, là, j'ai les colonnes matricule. Le type, je peux mettre la valeur là. Donc, SN 01. Le prénom, je peux mettre Mamadou. Le nom, le sexe, vous voyez, pour l'énumération, il ne me donne même pas la possibilité d'écrire du texte en fait, pour mettre autre chose. Parce que je ne peux pas mettre autre chose à part ce que j'ai énuméré. Donc normalement, ça ne peut être que masculin ou féminin. Ça ne peut pas être autre chose. C'est à ça que ça sert, le type d'énumération. Vous allez voir que si c'était dans une application et que je prenais les données et que je faisais des requêtes directement, je ne pouvais pas mettre autre chose que masculin ou féminin. Donc je mets masculin. La date de naissance, donc le type date, il te donne directement un calendrier où tu dois mettre la date. C'est ça qui est un peu différent des autres types. Donc je vais constater le 2. Vous voyez, il formate la date sous forme de année, mois et jour. Donc, je pouvais choisir un autre format. C'était à moi de voir et tout. Pour le téléphone aussi, je peux mettre 75, 634, 21, 89. L'adresse, je peux mettre Pékin. La nationalité, je mets sénégalaise. C'est bon. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que ça, c'est la première instance en fait. Je peux ajouter une autre instance là, une autre personne, si je veux. Continuer avec l'insertion des deux. Je peux insérer 2 lignes, 3 lignes en même temps. Et par exemple, si je ne veux pas insérer les autres lignes, je peux juste cocher, laisser le ignorer cocher. Donc, il va ignorer tout ce qu'il y a en bas. Il va juste insérer la première ligne. Donc, nous, on va insérer une autre ligne en même temps. Je vais mettre SN02. Je vais mettre Fatou. Je vais mettre Dia. Prénom féminin. Naissance. Bon, hier. Téléphone 76 123 98 76. Adresse. Nationalité. Sénégalaise. Voilà. Et pour le reste, je vais ignorer. Donc, on va exécuter en même temps 2 lignes. Vous voyez, ça sont les requêtes d'insertion en fait en SQL. Il a inséré les 2 lignes sans problème. Donc, si je viens au niveau de parcourir, vous voyez, il a inséré les 2 lignes en fait directement. Donc, on a SN01, SN02, Mamadou Diop et Fatou Dia. Donc, tout a été bien inséré. Maintenant, attendez.
saisissez 5 lignes dans chaque table. Donc, pour la table note, on clique sur la table note, sélectionne la table note, on fait insérer aussi de la même manière. Hein. On va insérer une note pour SN01 et une note pour SN02, c'est-à-dire une note pour Mamadou et Fatou. Donc, pour l'ID, je l'avais mis en auto-incrément, si vous vous souvenez. Donc, si je veux, je ne remplis pas. La base de données va le faire de manière automatique. Pour le matricule, je fais SN01. Valeur de la note, je vais donner 12 à... Pour la date, je dis aujourd'hui, je ne vais pas le fatiguer. Pour la deuxième ligne, l'ID, je laisse en auto-incrément. Je fais SN02. Valeur de la note, je mets 9. 10 et j'exécute. Donc, il a inséré les deux lignes. Je vais parcourir. J'ai les deux lignes. Donc, SN01 et SN02, ils ont chacun une note, 12, 9. Et la date à laquelle j'ai donné les notes se trouve là. Donc, c'est ça les requêtes d'insertion en fait. Maintenant, pour les filtres, tu peux désolé, pour les filtres, c'est un peu bon. Déjà là, tu peux cliquer sur la flèche pour afficher et masquer les colonnes. Si tu cliques sur les colonnes directement, tu peux trier les résultats sur cette colonne. Ça dit soit par ordre alphabétique, soit par ordre numérique. C'est à toi de voir. Ascendant et descendant. Et là, c'est pour tirer, afficher et masquer les colonnes. Donc, tu peux faire des filtres aussi. Attendez, je vois encore choix. Là, en bas, nombre de lignes. S'il y avait par exemple 1000 lignes sur la base donnée, je peux choisir d'afficher juste 25 lignes. Bonjour, Mar, excusez-moi de vous arrêter. On arrête dans quelques minutes, hein, à 13h normalement. Ouais, effectivement, il n'y a pas de souci. J'ai presque terminé. D'accord. Donc, vous faites des filtres. Si vous voulez ajouter juste, par exemple, 25 lignes, afficher les 25 lignes. Bon, nous, on n'a pas encore assez de données. Filtrer les lignes. Donc, tu peux filtrer sur cette... Par exemple, au niveau du TDTP, il y a, je sais pas moi, juste les noms commençant par bas. Tu peux filtrer par... Voilà. Tu mets juste les noms, bas autour du genre. Vous voyez, ça s'efface. Donc, il y a pas de bas. Je peux mettre juste 12. Donc, il me reste juste celui qui a la note de 12. Trier par clé, je peux trier par ordre ascendant ou descendant, par clé primaire ou bien par clé étrangère. C'est à moi de voir. Donc, je pense que c'est ça. Par exemple, je montre cette là, City Country. Donc, c'est bon. C'est bon. Ce qui reste maintenant, c'est créer un répertoire dans le nom, export CSV, exporter les données. Donc, on avait déjà créé un répertoire. Maintenant, pour exporter les données, où est-ce que se trouve notre base de données encore? C'est là. Ce que je peux faire, c'est que je peux exporter toute la base de données si je veux. Hein. Je n'ai qu'à cliquer sur la base de données et cliquer ici, exporter. Mais nous, on demande d'exporter la table étudiant. Je fais ça. Je fais exporter. Exporter les tables depuis la base de données. Tu vois, tu peux choisir le format, soit SQL, soit CSV, ou PDF. C'est à moi de voir. XML, c'est à moi de voir. Donc, je choisis CSV, je fais exécuter. Il va me demander le répertoire où est-ce que je veux mettre le truc là. Donc, moi, je choisis le répertoire que j'avais. Il est où encore? Export CSV. Je fais enregistrer. Et c'est bon, il exporte. Donc, si je vais au niveau du répertoire encore, là, il a exporté le truc là. Comment ça s'appelle? La table. Il a exporté les deux tables, autant pour moi. Il a utilisé le virgule comme séparateur par défaut. Donc, on voit les colonnes, prénom, nom, sexe, et là, on a les matriculés, voilà des notes. Donc, c'est ça de manière générale. Et malheureusement, bon, on est juste à 13h. Sur Workbench, je pense que c'est à peu près la même chose. Hein. Il n'y aura pas de souci pour faire les trucs.
Donc, c'est ça. De manière générale, c'était ça pour les TD et les TP. Donc, si vous voyez... Ouais, c'était qui? Si vous voyez bien, de manière générale, que ce soit sur SQL, que ce soit sur MySQL, avec PHP Workbench, ça ne change pas trop, c'est toujours la même chose. C'est peut-être un peu l'interface. Et pour Access, est-ce qu'on pourra l'essayer la prochaine fois? Oui. Access aussi, on le fera. Ne vous en faites pas. On fera Access. On le fera, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Et comme j'ai dit, oui, il y a des TP qu'on va vous donner à faire avant le prochain cours pour mieux maîtriser encore, quoi. Là c'est juste le début, quoi. Oh, monsieur, mais à peu près combien de minutes on pourrait avoir l'enregistrement? Bon, on peut vous donner tout l'enregistrement, mais comme on avait dit, c'est quelque chose qui est confidentiel, quoi. Vous n'êtes pas autorisé à le partager avec d'autres. Donc, vous pouvez l'utiliser pour le visualiser comme vous voulez. On va le mettre sur le drive, mais ce sera en acte de lecture seul, quoi. D'accord, oui, c'est même ça. Ouais, moi, personnellement, je voudrais juste attirer votre attention sur cet aspect-là. C'est vrai que on est tous pris par le temps, mais sur les parties où on fait les TP, c'est bien qu'on prenne vraiment le temps de bien assimiler, quoi. Les absents et les présents. Non, bien sûr, là c'est quelque chose qu'on vient de corriger. Il vous a montré pas à pas. Maintenant, il y a des travaux qu'il faut faire en solo. Et quand vous reviendrez, il y a des études de cas à faire. Pendant l'étude de cas, le présentateur ne touchera même pas son ordinateur, mais c'est vous qui allez tout dérouler. Mais c'est après, quoi. Là c'est juste le début. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. OK, donc merci aux présentateurs, merci aux participants. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Et comme j'ai dit, si vous avez des problèmes, à tout instant, vous pouvez le laisser sur le groupe. On peut vous prendre en solo, quoi. Par exemple, si quelqu'un essaie de reprendre un des exercices et qu'il est bloqué, si vous nous informez, nous, on prend 5 ou 10 minutes, on travaille avec vous, on vous guide, quoi. OK. OK. Merci. OK, donc merci, à la prochaine.